of Sidax Academy. Merci Donc, Mohamed. D'abord, je tiens à remercier l'équipe justement pour cette initiative. Euh, Cette initiative donc, qui reste louable et qui reste vraiment on va dire des événements qui nous permettent justement de partager un certain nombre de choses qui peuvent être très intéressantes comme vient de le faire Anis Lajad. Donc, moi, je suis pas spécialiste du tout, donc, mais on voit bien justement que dans plusieurs domaines, en fait, on a des choses très intéressantes, des technologies justement qui émergent, d'autres qui sont renforcées, ainsi de suite. Euh, Moi, je vais être un peu bref en fait dans la présentation, parce que c'est un peu en fait une petite présentation, pas, on va dire, d'exemples. On aura plusieurs exemples éventuellement à faire, mais c'est beaucoup plus, on va dire, une présentation du concept. Euh, Pardon, donc je vais essayer de partager donc une présentation un peu du concept de Clean Supply Chain, juste pour partager avec vous une possibilité de réflexion qui pourrait éventuellement motiver certains on va dire, à adopter un certain nombre d'approches qui peuvent être plus ou moins adaptées à certaines entreprises. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. oui, c'est parfait. On est en train de voir l'écran. Très bien, très bien. Donc en fait, euh, on va dire que, bon, je me présente, Iskandar Zouaghi, donc je suis enseignant-chercheur au département génie industriel. J'enseigne principalement le supply chain management des systèmes d'information, notamment les systèmes décisionnels, en l'occurrence la BI, la Business Intelligence. Et je suis, donc j'ai une petite deuxième casquette de directeur adjoint chargé des systèmes d'information et de communication et des relations extérieures au sein de l'école. Donc en fait, lorsque Mohamed m'a justement sollicité pour parler de ce thème, j'ai trouvé que c'était justement, on va dire, une petite occasion, on va dire, un petit peu de cerner le concept pour pouvoir permettre, on va dire, euh, pour pouvoir permettre à ceux justement qui participent éventuellement donc de peut-être faire des propositions ou des réflexions ou engager des réflexions ou un débat pour voir, par exemple, dans le domaine du génie minier, donc quelles sont les possibilités qu'on peut éventuellement avoir pour un petit peu faire interagir ces domaines de spécialisation, tout en sachant que, donc une petite parenthèse, j'avais justement concadré un projet de fin d'études, donc peut-être un jour, Mohamed donc, pourrait éventuellement donc, vous en parler, où on avait justement intégré on va dire, ces trois domaines de spécialisation ou ces trois domaines d'expertise, à savoir le génie minier, donc le génie industriel à travers le supply chain management, mais aussi tout ce qui est sustainable development, donc tout ce qui est développement durable. Donc j'avais prévu en fait de faire ma présentation en anglais parce que le titre était en anglais, mais nous pouvons éventuellement, donc je vais la faire en français, comme ça va vous permettre d'avoir, on va dire, de comprendre un peu plus aisément les différents concepts. Donc en fait, elle va se structurer, je vais essayer d'être très bref en fait. Euh, j'ai commencé ma journée, je suis toujours à Polytech, donc j'ai commencé ma journée presque un peu plus tard que de 7 heures. Donc j'essaye d'être synthétique et si vous aurez bien sûr des questions, n'hésitez pas. Donc je vais parler un peu rapidement des dynamiques des supply chain et des opportunités qui peuvent éventuellement se présenter, notamment à travers un nombre de développements qui se sont faits donc, dans
plusieurs domaines. Nous parlons également donc des supply chain, des closed loop supply chain, donc tout ce qui est supply chain à boucle fermée, et des supply chains justement dans un contexte de développement durable. Après, nous terminerons justement avec des recommandations qui ont été proposées pour pouvoir, on va dire, atténuer cet impact environnemental à travers un certain nombre de pratiques. Rapidement, une supply chain, généralement, on parle de supply chain lorsqu'on évoque justement une structure organisationnelle assez hybride. Donc, la supply chain est une structure qui va se positionner entre l'entreprise et on va dire le marché. C'est-à-dire que les entreprises, en fait, ne sont pas intégrées de manière hiérarchique. Donc, on n'a pas, en fait, des fonctions qui sont fusionnées entre elles, mais on a justement des relations de marché. Nous avons aussi des relations hiérarchiques. Nous avons des types de contrats qui permettent justement d'intégrer l'ensemble des entreprises entre elles, des contrats donc, qui peuvent éventuellement, des intégrations relationnelles qui peuvent aller de la simple, on va dire, de la simple relation de marché avec des contrats très courte durée jusqu'à la relation stratégique. Donc, ces relations donc, vont concerner plusieurs entreprises. Bon, parfois, ça peut être des relations diadiques ou ça peut être des relations justement de supply chain direct, en amont donc avec les fournisseurs et en aval avec les clients. Et ces relations justement concernent différents processus, notamment les processus de planification, les processus d'achat, les processus d'entreposage, de distribution, mais également de retour. Donc, l'environnement justement dans lequel évoluent les entreprises, donc lorsqu'on contextualise un peu justement cette supply chain dans un environnement de développement durable, où justement euh, les différentes institutions essayent, et les différents, on va dire, euh, euh, intellectuels, donc essayent justement de préserver donc les besoins des générations futures à travers justement une prise de conscience de l'optimisation de ce que nous faisons maintenant, donc des générations présentes. Donc nous essayons justement de trouver des solutions pour les générations futures pour qu'on puisse au moins euh, perpétrer cette, on va dire, cette gestion, ou si on peut appeler ça, donc optimisation des ressources. Bien sûr, donc cela éventuellement donc, peut émaner d'un certain nombre de problématiques qui peuvent éventuellement émerger. Certaines d'entre elles donc, commencent vraiment justement à peser sur l'environnement sociétal, mais également l'environnement économique, comme la dégradation en fait de l'environnement, les changements climatiques, donc les inégalités sociales, et toutes les, on va dire, les conséquences négatives qui vont un petit peu bousculer l'écosystème. Donc, en fait, bien sûr, un certain nombre justement d'opportunités peuvent éventuellement être identifiées pour les supply chains futures, donc à travers plusieurs éléments. Donc, principalement, donc, certains auteurs identifient quatre principales orientations, notamment donc, l'émergence de nouveaux matériaux, de nouvelles technologies de fabrication, de nouvelles conceptions justement pour la logistique et le supply chain management. Donc, nous avons aussi l'avènement de l'automatisation, de la robotique et d'Internet des objets. Les systèmes d'information et les nouveaux business models donc, qui peuvent éventuellement également représenter un certain nombre d'opportunités, mais aussi donc, l'économie de partage et l'économie, ce qu'on appelle l'économie circulaire et la servitisation. Concernant donc, la conception donc, de biomatériaux nouveaux et légers, donc, et leur application dans
on va dire, dans une grande variété de produits qui va justement permettre d'offrir de nouvelles possibilités pour réduire à la fois donc, les coûts et l'empreinte écologique des produits. Donc, ces progrès justement qui ont permis cela dans plusieurs domaines tels que les technologies, par exemple, des polymères, les bioingénieries, mais également la nanotechnologie vont permettre justement de conduire les produits euh, à des solutions qui n'auraient pas pu être imaginées justement il y a une dizaine d'années de cela. Ces technologies également peuvent témoigner de l'avènement, bien sûr, dans la récupération. Un élément important justement est à mettre en avant, c'est celui de caractériser le produit. Est-ce que donc il s'agit justement d'un produit en fin d'utilisation ou est-ce qu'il s'agit d'un produit en fin de vie? Donc, si le produit est en fin d'utilisation, donc nous pouvons lui trouver justement une deuxième vente, une deuxième vie. Ceci dit, donc s'il est un produit en fin de vie, généralement, nous allons essayer justement de retrouver plus de solutions de recyclage, de cannibalisation ou autre. Donc plusieurs types de produits. Donc nous pouvons trouver plusieurs produits, notamment donc des produits qui sont justement qui ne se vendent pas sur le marché, des produits qui ont été justement défectueux, qui ne peuvent pas éventuellement être réparés ou revendus. Nous pouvons également trouver des produits qui sont neufs mais qui n'ont pas été vendus sur le marché. Donc généralement c'est dû justement au surstockage. Donc ces produits-là vont être réintégrés à une logistique qui est inverse, qui va un petit peu fermer la boucle de la supply chain. Donc nous pouvons également trouver des produits qui sont obsolètes, qui sont euh, euh, qui ont été dépassés justement par un cycle de vie ou une technologie déterminée et qui peuvent éventuellement qui peuvent permettre justement d'avoir une autre valeur aux yeux d'un certain nombre de consommateurs ou éventuellement être réinjectés sur d'autres usages par rapport auxquels ils ont été destinés. Donc, nous avons aussi des produits qui ont un problème justement de sécurité et de qualité, donc qui ont été récupérés pour pouvoir justement soit être donc soit reconditionnés ou être carrément isolés euh, isolés du canal de vente. Aussi, il y a des produits, bien sûr, qui ont été, qui doivent éventuellement être remplacés après réparation. Donc, certains produits vont être réinjectés dans le circuit, alors que d'autres vont être justement récupérés, comme par exemple dans le cadre des produits sous garantie. Nous avons aussi des produits qui peuvent éventuellement être recyclés, notamment ceux relatifs aux déchets des palettes, des conteneurs, par exemple des cartouches, ainsi de suite. Nous pouvons aussi trouver des produits qui peuvent éventuellement être réintégrés justement dans le processus de production et des produits justement qui peuvent éventuellement rentrer directement dans un processus de réintégration on va dire dans les process, dans les matières premières, notamment par exemple comme les calcins, dans le cadre du secteur d'activité de la verrerie. Donc, lorsqu'on parle de reverse logistics, bien sûr, de logistique inverse, généralement, il s'agit d'assurer les flux d'aval en amont.
donc des consommateurs ou des clients donc vers les entreprises ou les centres de récupération. Et lorsqu'on parle justement de closed loop supply chain, lorsqu'on veut justement fermer la boucle, donc on va essayer d'intégrer à la fois donc les flux ascendants et les flux descendants et les intégrer dans une approche commune. Généralement, lorsqu'on parle justement de closed loop supply chain, donc soit les produits donc, vont être réinjectés dans la chaîne logistique à travers la récupération, par exemple, par les distributeurs, notamment les grands distributeurs, ou par les producteurs. Mais parfois, justement, nous pouvons intégrer des centres de collecte, des intermédiaires qui peuvent éventuellement faire l'objet d'acteurs nouveaux dans la supply chain. Pourquoi on fait cela? Donc, dans la plupart des cas, puisque les flux inverses, justement, ne sont pas assez massifs pour représenter une certaine rentabilité. Donc, on préfère intégrer plusieurs supply chains ou plusieurs acteurs pour pouvoir justement massifier et centraliser les flux. Donc, quelques recommandations qui ont été faites justement par le Reverse Logistics Educational Council. Généralement, donc, il y a un certain nombre de principes, potentiellement, donc, comme le principe de l'évitement, donc avoidance, qui va justement amener les entreprises à produire des produits de très bonne qualité et des produits donc, qui ont un cycle de vie qui est très lent et de se concentrer beaucoup plus donc, en utilisant par exemple des technologies IoT comme un projet qui a été mené, donc nous avons mené dans le domaine des machines à laver avec l'entreprise Brandt. Donc parfois on peut permettre justement à cette machine à laver éventuellement donc de communiquer. Ça peut être de l'industrie lourde en fait, ça peut être des machines où on va fabriquer justement un certain nombre de produits et de technologies qui vont avoir une durée de vie beaucoup plus longue, mais qui vont justement avoir un business model derrière qui va plutôt s'orienter vers les services plutôt que de la vente de produits. Nous avons aussi donc un principe de gatekeeping, donc le gatekeeping où on va essayer justement de filtrer les produits pardon, au départ, donc les produits qui sont filtrés au départ, ceux qui sont recyclables, de ceux qui ne le sont pas. Donc certains peuvent éventuellement être cannibalisés donc directement après justement le processus de récupération et d'autres vont être justement euh, passer par un certain nombre de filtres pour pouvoir éventuellement donc être récupérés, notamment à un niveau produit modulaire ou un niveau de matériaux. Généralement, donc, dans ce cadre-là, donc, nous pouvons justement adopter des approches en fait, de planification du désassemblage. Donc, nous allons planifier le désassemblage et essayer de l'optimiser en fonction de la rentabilité de récupération d'un certain nombre de pièces. Et comme je vous l'ai dit, donc parfois, en fait, on va essayer d'intégrer des acteurs donc, qui vont justement nous permettre d'optimiser ces processus et éventuellement donc, d'en faire un cœur de métier. Donc réduire aussi le cycle, donc le temps de cycle de la reverse logistics. Donc généralement, donc en réduisant le temps de cycle de tout ce qui est flux inverse, donc cela va nous permettre justement rapidement de réintégrer le produit, soit justement par rapport au distributeur, soit donc pour les produits par exemple en fin d'utilisation soit les reconditionner, les intégrer dans un marché d'occasion, par exemple, très vite, ou soit rapidement donc les intégrer dans un cycle de production directement chez le producteur. Donc l'usage aussi des systèmes d'information va nous permettre bien sûr d'avoir une visibilité sur l'ensemble des flux, sur l'ensemble des produits, notamment à travers l'enregistrement d'un certain nombre de produits, de disposer justement des bases de données qui vont un petit peu suivre le cycle de vie donc, du produit, donc après vente.
et cela va permettre de réagir euh, donc à la fois par rapport au service, donc en service après-vente, et par rapport justement à la récupération et à l'optimisation de l'usage de ce produit. Donc, nous avons aussi, donc, comme nous venons justement de le voir, la mise en place justement de centres de collecte. Donc, les centres de collecte vont nous permettre à la fois de massifier le flux, de proposer justement une ingénierie de récupération et de recyclage qui va être connectée probablement ou potentiellement donc, entre différents secteurs d'activité, ce qui va rajouter justement cette économie d'échelle ou parfois donc on parle un peu aussi d'économie d'envergure par rapport à plusieurs secteurs d'activité. Donc nous avons aussi donc le recyclage des ressources, donc qu'ils soient ressources de production, ressources de distribution ou autres. Notamment donc j'accélère un peu donc éventuellement jouer sur les prix en proposant donc lorsqu'on parle du prix, on parle aussi donc du dernier point du financial management. Donc on essaie justement de proposer des prix, des primes qui vont permettre ou qui vont motiver justement les consommateurs ou les entreprises en fait dans un certain nombre de marchés comme le marché européen. Donc nous avons même des clauses en fait de responsabilité du producteur. Donc il va être amené justement à récupérer son produit. Donc généralement, donc ils intègrent des politiques financières et des politiques de prix qui vont motiver les consommateurs à rendre en fait ou à se débarrasser des produits à recycler en en les mettant à disposition des producteurs ou par exemple à les garder carrément donc pour assurer ce qu'on appelle le zéro retour, donc essayer justement de disposer de ces produits et de les utiliser dans un sens où donc généralement ça se passe dans ce qu'on appelle le B2B, donc dans le business to business, où les entreprises justement essayent de, de de traiter en fait le retour chez eux, donc à travers un certain nombre de mécanismes, euh, d'une part donc économiques et d'autre part technologiques. Vous avez aussi donc une dernière solution, donc qui est tout ce qui est sous-traitance. Généralement, donc cela va amener un certain nombre justement d'entreprises ou mettre un certain nombre d'entreprises devant un petit peu devant les faits accomplis en assurant justement une sous-traitance qui serait financée par l'ensemble des pollueurs en quelque sorte. Un certain nombre de questions donc en conclusion qui vont nous amener justement à la réflexion. Donc, est-ce que justement cette closed loop supply chain, cette clean supply chain va justement coller à une stratégie globale des entreprises? Généralement, donc, les entreprises essayent de maîtriser les coûts, essayent de dégager des profits. Donc, est-ce que justement comment ou dans quel cadre donc cette supply chain où cette approche de supply chain permet justement de renforcer la stratégie de l'entreprise? Est-ce que le fait justement de gérer cette supply chain à boucle fermée ou cette clean supply chain donc, demeure profitable pour les entreprises? Dans la plupart des cas, oui. Par exemple, en optimisant le transport ou en massifiant le transport, donc on arrive justement à réduire grandement l'impact CO2. Donc, quand est-ce que justement aussi la question donc, qui peut éventuellement ressortir, donc quand est-ce que les producteurs vont justement cannibaliser les produits, les détruire euh, euh, ou éventuellement donc essayer de les reconditionner ou de les réintégrer dans le supply chain. Quels sont les produits justement qui peuvent éventuellement être réintégrés? Quel est le niveau de réintégration? Donc, est-ce que ce niveau de réintégration peut éventuellement être profitable? Et enfin, donc,
est-ce que, où et comment justement ces activités de recyclage peuvent éventuellement être menées avec un certain niveau de maîtrise et de profitabilité. Donc voilà, donc ça c'est juste, on va dire, une, on va dire un petit survol on va dire, très large de la notion de clean supply chain ou sustainable supply chain ou closed loop supply chain. Donc un petit peu des notions qui sont relativement synonymes et qui vous permettent justement au moins peut-être de poser un certain nombre de questions, de réflexions, et ainsi de suite. Donc, peut-être éventuellement, donc, nous avons, il y a un certain nombre de projets qui ont été menés justement dans les déchets électroniques, électroménagers et autres. Certains donc, travaux ont été menés justement dans euh, les déchets mobiliers. Et donc, par exemple, dans les derniers travaux, donc, nous commençons à constater que le closed loop supply chain peut éventuellement être beaucoup plus rentable lorsqu'il s'agit d'un produit qui a justement une complexité technologique relativement maîtrisable, alors que, par exemple, dans les cartes électroniques où la technologie elle est relativement complexe, donc le closed loop supply chain pourrait éventuellement être à la limite de la rentabilité, tout en sachant que des mécanismes existent pour pouvoir justement rentabiliser cela, même dans des environnements où la responsabilité des producteurs n'est pas justement mise en cause par exemple par la loi. Donc, merci à tout le monde. Merci encore pour l'équipe organisatrice et je reste justement à votre disposition s'il y a des questions.